comment vous qualifieriez, si vous deviez nous dire, si ce bilan était positif, négatif, mi-figue, mi-raisin, mitigé? Écoutez, c'est un bilan positif. Si on le prend du point de vue quantitatif, déjà, positif. C'est positif dans le sens où les évaluations qui ont été faites, y compris le rapport de l'ONDH, met l'accent sur la satisfaction, un certain pourcentage de satisfaction de ménages, une satisfaction importante, d'autres rapports également. Mais il y a un bémol. Il y a des reproches, des pistes d'amélioration dont on va parler en détail. Alors, on va y aller. Alors, par rapport à ce bilan, vous êtes d'accord? Difficile de dire que ce n'est pas positif. Bien sûr, oui. C'est positif. Peut-être la vraie question, c'est est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Ça, c'est la question de fond. Est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Oui, il fallait le faire. Ça a été fait. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce que le cadre général de la politique de la ville était favorable pour qu'on puisse mettre en place un programme efficace de résorption des villes sans bidonville? Je pense que l'évaluation de ce programme doit se faire un peu à l'extérieur du programme. C'est un programme qui intervient dans un système social, un système urbain, hérité de la colonisation, qui s'est modernisé, qui s'est adapté, qui a répondu aux besoins du pays. Et bon, qu'est-ce qu'on a comme système? On a des villas, des appartements, des maisons marocaines, c'est la majeure partie. C'est un programme, alors qu'il y a trois composantes. Je crois la première composante, c'est la restructuration. On a commencé à Douardoum et ailleurs, ici à Rabat, pour aménager ce qui existait. On a creusé, tracé des routes, mis des égouts, fait passer l'électricité. Il y a un autre système qui a consisté à faire des lotissements. On a recasé des gens en leur donnant des morceaux de terrain. Et un troisième niveau, c'était on les a recasés dans des immeubles. Donc ça, c'est le cadre général. Oui, on a levé un problème on a remplacé des maisons qui n'étaient pas réellement des maisons, qui étaient construites dans des matériaux fragiles, dans le désordre, etc., par un nouveau tissu urbain. Maintenant, il faut requalifier ce tissu urbain. Donc oui, c'est positif parce que les gens ont un toit sur leur tête, mais en tant que politique, il y a un besoin de réévaluer et de regarder sur le passé comment on s'est comporté pour bien savoir comment on va faire dans l'avenir. Olivier Zautin. Oui, comme mes collègues, difficile de dire que c'est pas positif. Il faut quand même remettre ça en perspective avec le démarrage du programme Bidonville en 2005. Et les chiffres que vous venez de donner, c'est quand même considérable. 250 000 ménages. Oui. C'est quand même considérable. Il faut quand même réaliser qu'il y a des moyens considérables qui ont été mis en place. Vous allez maintenant dans des villes, à Agadir, où il y a plus un bidonville. Bon, voilà, je dirais, physiquement, on peut quand même constater les apports de ce programme. En plus, il a permis de mettre en place des dispositifs de financement spécifiques, comme le FSH. On parlait tout à l'heure de Casablanca avant le début de l'émission. À Casablanca se met en place des dispositifs de relogement tout à fait spécifiques, tout à fait particuliers à l'expérience de Casablancaise, avec le recours à des investisseurs privés qui viennent financer le logement des bidonvilles, qui font l'objet, je dirais, d'attention de la part d'autres pays. Le Maroc est quand même salué maintenant a été salué ces dernières années par UN Habitat, qui est l'agence spécialisée qui s'occupe de développement durable pour ses performances en matière de bidonville. Selon mes chiffres qui doivent être actualisés, on est passé de 8,2% de ménages vivant en bidonville en 2004 à 3,9% en 2010. On a certainement diminué. Donc, indéniable progrès et indéniable effort fait par un ensemble d'acteurs et d'opérateurs publics marocains sur cette question-là. C'est évident par rapport à tous ceux qui se rappelaient tous les paysages de bidonville. Il en reste beaucoup. Il en restera encore parce que je crois que le bidonville est une forme, je dirais, permanente. L'habitat insalubre sous forme de bidonville se réinvente. Et je pense qu'il en restera. Le Maroc n'est pas encore arrivé à bout et aura sans doute du mal à arriver à bout. La grande question qui anime un certain nombre de gens, comme l'ONDH, comme El Omran, qui a engagé une étude d'impact social, c'est la question sociale. On a aujourd'hui communiqué sur le programme Bidonville de manière exclusivement physique, en termes de nombre de baraques démolies, nombre de villes déclarées vides sans bidonville. Quelle est la question sociale derrière tout ça? Et il y a un certain nombre d'études, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, qui montrent que
si le bilan physique est satisfaisant aujourd'hui, le bilan social est quand même mitigé et très mesuré parce qu'on voit que voilà, ça affecte le quotidien, la vie d'un certain nombre de gens. Et ça, je pense que ça doit être mis en perspective. Et c'est des choses sur lesquelles les acteurs marocains aujourd'hui ont besoin d'avancer. Il y a un certain nombre d'initiatives qui se mettent en place et qui montrent qu'on ne peut pas raisonner uniquement en termes de mètres cubes de béton ou de choses quantitatives, mais qu'il faut regarder de manière un peu soft les choses. Cette question d'urbanisme est très importante parce qu'au Maroc, on fait la ville avec le logement. On fait d'abord le logement, ensuite l'infrastructure, ensuite l'équipement, et après on commence à penser à l'emploi. Alors je vous arrête là. Est-ce que c'est normal? Je disais même avant qu'on rentre dans cette émission, aujourd'hui il y a des benchmarks qui peuvent être faits à l'international, on sait comment faire, on a des conurbations qui se forment, on a la ville qui s'agrandit, on a quand même des terrains qui sont assez grands. Je ne parle pas de intramuros dans des grandes villes comme Casablanca, mais on a quand même des territoires où on peut avoir des visions intégrées avec mise en place d'infrastructures, d'espaces verts. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les... Comment ça fonctionne? Comment c'est pensé? Est-ce que, lorsque nous avez dit c'est privatisé, est-ce qu'on transmet ça aux promoteurs? On leur dit construisez-la, et ensuite, après, on réfléchit à se dire, ah bah tiens, il va peut-être falloir de l'assainissement, ah bah tiens, il va peut-être falloir une école, ah bah tiens, il va peut-être falloir une mosquée, ah bah tiens, il va peut-être falloir autre chose. Comment c'est pensé aujourd'hui? Alors, cette question... C'est à moi d'intervenir? Ah bah je vous regardais. Mais... Allez-y, monsieur. Alors, cette question-là, comment ça se passe? On produit d'abord le logement et après on fait la mise à niveau après. Mais est-ce que c'est normal ça? Je vous pose la question. Je vous donne un exemple. Oui. C'est-à-dire depuis 2004, le coût de la mise à niveau urbaine, il a coûté 43 milliards de dirhams, dans lequel il y a aussi bien le traitement d'une partie des bidonvilles, mais en même temps toute l'infrastructure des villes. Tout ça pour rattraper le retard qui existe. Mais ce rattrapage, il existait déjà avant, parce que les villes comme Casablanca ont été construites à coup de grands lotissements. C'est le Barnossi, l'Olfa, le Hay el-Hassani, Sbata. Ici à Rabat, c'est la même chose. On trouve à ça les Hay Salam, Nahda, à Rabat, on trouve Hay el-Fath. Tout ça, c'est ça qui fait la ville. Mais Sbata, par exemple, dans les années 60, Sbata, c'était un programme de logement social. Voilà. Alors déjà, on avait cette vision de logement social et tous les 10 ans à peu près, on a une crise sociale. 81, 90, 2003, à chaque fois, nous avons des crises sociales. Pourquoi? Alors, la question de la planification, est-ce que l'administration a été capable d'anticiper les contraintes? Et est-ce qu'elle a eu les moyens de financer? Est-ce que l'État a eu les moyens de financer et de se préparer face à l'exode rural? Est-ce que le développement du logement a accompagné le développement des activités économiques avec un rythme cohérent? Est-ce que les collectivités locales avaient le financement nécessaire pour... Moi, je dirais que, avec un recul de 30 ans, on va vers une maîtrise de plus en plus grande. C'est ça ce qui me semble essentiel. Est-ce que cette maîtrise se fait dans un concept social correct? Je dirais, on est parti sur des bases fausses. La colonisation nous a légué un système compartimenté. Et dans notre société, on n'a pas su restaurer la mixité sociale précoloniale. L'habitat, c'est une notion tout à fait différente, beaucoup plus intégrée. C'est à la fois c'est une multiplicité de réseaux économiques, c'est des emplois, c'est du transport, c'est des réseaux sociaux, c'est des réseaux matériels, c'est de l'électricité, c'est de l'infrastructure, et c'est la capacité à imbriquer tous ces réseaux qui donne à l'habitat une valeur. C'est-à-dire que au fond, il suffit pas de produire un toit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on court un peu vers une production de toits. Je reprends un peu l'exemple du programme Bisson Bidonville, qui, évidemment, ça a été montré dans toutes les évaluations. S'il y avait un seul acquis, un seul bienfait de ce programme Bisson Bidonville, c'est de permettre de donner un toit sain aux gens qui vivaient dans des conditions qu'il n'est pas la peine d'évoquer pour comprendre que ça s'est franchement amélioré. C'est-à-dire que ça, c'était le niveau zéro. C'est le niveau zéro. Mais ce que je veux dire, c'est que l'habitat est une notion beaucoup plus complexe,
qui suppose que on puisse être un urbain à part entière. C'est-à-dire, ça renvoie, si vous voulez, aux questions de la pauvreté qui aujourd'hui se voit définir de manière beaucoup plus complexe et intégrée qu'avant. La pauvreté n'est pas monétaire aujourd'hui, elle est définie par les organisations internationales comme étant des enjeux de capacité d'urbain que nous sommes, et d'autres à pouvoir se mouvoir, accéder à la ville, développer des capacités, accéder à des emplois. Et c'est ça qui donne, si vous voulez, à la ville sa valeur. C'est ça qui donne à c'est la force de ces réseaux qui permet, si vous voulez, d'être intégré dans l'urbain. Et ça, on court après. C'est-à-dire ce qu'évoque Abdullah Al-Aizam, c'est que aujourd'hui, n'oublions pas non plus que, vous avez raison de dire, c'est difficile, on peut trouver la situation difficile. Le Maroc est quand même confronté à un enjeu qui reste démographique, même si la croissance se tasse. Les 3 décennies à venir vont encore supposer un effort considérable de la part des pouvoirs publics pour pouvoir accueillir des milliers d'urbains. Et on est forcément, dans des systèmes qu'on ne maîtrise pas totalement, obligé de mettre en place des politiques très coûteuses de rattrapage, comme on en voit en ce moment à Casablanca, à Rabat, avec des plans très ambitieux. Je vais vous poser une question qui peut être choquante. Est-ce que les Marocains sont prêts à vivre ensemble aujourd'hui ? Non mais, je veux dire, aujourd'hui, sortir des anciens bidonvillois et les mélanger avec des gens de classe moyenne et plus ou classe aisée, est-ce que c'est possible, tout simplement ? Oui, c'est des problématiques qui se posent maintenant et qui vont se poser dans les années à venir. Ils ne se sont pas posés dans l'ancien système de lotissement, où il y avait possibilité à la fois de l'autoconstruction, l'autopromotion, et en même temps une sorte de mixité sociale. Là se pose au niveau de le système actuel. Alors, pour avoir une idée précise sur la problématique, c'est-à-dire il y a un paradoxe, c'est que dans un rapport récent de la Banque mondiale qui était fait pour le compte du ministère de l'Habitat, ils ont calculé que depuis 2000, les dépenses annuelles moyennes pour le logement, y compris les dépenses explicites et implicites, y compris les exonérations fiscales, autour de 7,7 milliards de dirhams. La moitié est destinée au programme, c'est-à-dire au bidonville, dans lequel il y a les FSH, Fonds de solidarité de l'habitat, et en même temps les terrains qui ont été mobilisés, et en même temps l'INDH et autres. Mais ce chiffre qui est très important, qui apparaît colossal, si on le rapporte au PIB, ça ne représente rien. Ça représente 0,9% à peu près du PIB. Or, vous savez, dans les pays, les chantres du libéralisme, on prend par exemple le Royaume-Uni, ça dépasse le 1,8%. Vous savez que le logement social en Angleterre, donnez un chiffre, le nombre de logements sociaux, c'est autour de 5 millions. Le chiffre exact, c'est 5 123 000 logements sociaux locataires, pour les locataires. Donc, la politique du logement social au Maroc, c'est une embourbée à la fois dans la mise à niveau et en même temps la lutte contre les bidonvilles. Elle est insuffisante pour répondre aux besoins et en même temps, elle laisse de côté une catégorie de population. C'est vrai que nos prévisions, nous les ferons 2 fois par an, donc une fois en juillet, donc dans notre budget économique exploratoire. Donc à ce moment-là, on n'a pas encore une idée de la loi de finances et de ce qui va être adopté par le gouvernement. Donc on fait une prévision exploratoire de l'année qui vient. Et une fois la loi de finances est adoptée dans le Parlement, donc on révise nos prévisions. Donc au mois de juillet dernier, donc, nous avons fait une prévision de 2,6% de croissance économique en 2016. Mais maintenant, une fois l'année, ça se voit que l'année
agricole. Donc ça se voit qu'on s'achemine vers une année agricole qui n'est pas bonne, donc ce qui va impacter la croissance économique bien sûr en 2016. Donc c'est pourquoi on a révisé à la baisse notre croissance économique pour 2016 à 1,3%. On voyait tout ça venir. Depuis 2012 déjà, on commençait à voir que il y a quelque chose qui cloche. Si vous prenez déjà en juin, ou plutôt en juillet dernier, si vous prenez le rapport de la Banque centrale, dans le message qui est adressé à Sa Majesté, c'est un rapport qui est présenté par le gouverneur à Sa Majesté, eh ben c'était une alerte. On avait tiré la sonnette d'alarme. Il y a quelque chose qui cloche dans l'économie. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de stratégies, beaucoup de plans à gauche et à droite. Mais l'élan qui était attendu pour qu'on passe à un nouveau palier de croissance n'était pas visible. Au contraire, on voyait qu'on s'enfonçait. Et donc, tout doucement, les prévisions de croissance, les unes après les autres, se révisaient à la baisse. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le HCP qui sort. Demain, on va réviser. Le CMC l'avait fait avant. Mais tous les indices le montrent. On est dans une situation un peu singulière. On s'améliore sur beaucoup de choses, sur les équilibres. L'inflation est maîtrisée. La liquidité, on va avoir même des excédents de liquidité en 2016. Ce qui n'est pas si bon en soi, hein, on va expliquer pourquoi. Oui, ça veut dire que l'argent existe, mais les deux indicateurs phares d'une économie, c'est la création de richesse, qui est le PIB, le produit intérieur brut, et l'emploi. L'emploi, c'est la redistribution des revenus, c'est la cohésion sociale. Et bien, sur ces deux indicateurs-là qui sont les principaux, et ben, les choses ne vont pas bien. Avant même le début de la campagne agricole, on savait que cette année, la croissance marquera un pas. Maintenant, et c'est là toute la question, c'est l'amplitude de cette décélération. De 2,6% à 1,3%. L'année passée, je me rappelle bien, au tout début d'année, il y a des institutions... On diminue quand même de moitié. Hein. Oui, mais alors qu'il y avait des institutions qui étaient un peu optimistes. En fait, c'est ça, par exemple, la Banque mondiale et le FMI étaient jusqu'à prédire 4%, 4,5% de croissance en 2016. Est-ce que c'est ce qu'on voyait au niveau mondial, au niveau des pays émergents? Et c'est là où ça cloche, c'est parce que c'était attendu qu'avec la hausse des exportations, le rééquilibrage des équilibres macroéconomiques, qu'il y ait un effet d'entraînement qui permettrait d'atténuer, comment on appelle ça, la baisse du PIB agricole. Or, c'est la décélération vient même de ces, comme vous l'avez démontré, et c'est là où ça cloche. Donc, il n'y avait pas eu l'effet d'entraînement, il n'y avait pas eu d'atténuation. C'est l'amplitude, en fait, de descendre jusqu'à 1,3%. Bien que c'est des croissances de début d'année. On est qu'au mois de janvier. Et comme l'a dit le haut-commissaire, c'est pas encore fini. La Banque mondiale aussi, le représentant de la Banque mondiale était récemment en conférence à Casa. Ils ont dit qu'ils vont attendre jusqu'au mois de mars pour voir l'évolution de la situation pluviométrique. Et peut-être d'ici là, on risque encore dans les 6 prochains mois de réviser encore ces 1%. C'est tout au plus, c'est pas alarmant, mais c'est un peu le scénario catastrophe. On risque peut-être de frôler les 1% à condition que la pluie s'installe jusqu'au mois de mars pour attendre. Comment on calcule cette croissance? La croissance économique, c'est la variation de notre produit intérieur brut. C'est la richesse créée en une année. Donc lorsqu'on passe d'une année à l'autre, notre croissance économique, ça reflète notre vitesse de création de la richesse. Et le PIB, qui est le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées créées dans l'économie en une année. Donc lorsqu'une passe d'une année... Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, c'est pour ça que j'insiste bien sur l'informel qui est pris en considération. Lorsqu'on parle de valeur ajoutée, on a un curseur qui est le curseur fiscal, où on sait, voilà, on connaît les rentrées fiscales d'un pays qui nous permettent d'avoir un niveau. Comment on intègre finalement l'informel qui crée de la richesse aussi? Oui, tout est introduit. Lorsqu'on parle du produit intérieur brut, donc la richesse créée en année, c'est la richesse qui est créée par que ce soit le formel ou l'informel. Donc, dans le commissariat au plan, donc dans la comptabilité nationale, donc on prend en considération, il y a une estimation de la contribution de l'informel à la création de la richesse. Donc lorsqu'on parle du produit intérieur, ou bien la valeur ajoutée globale, c'est toute la valeur ajoutée qui est créée en une année. Les signes précoces de ce qu'on voit maintenant étaient là, et les prévisions le montraient, les réalisations le montraient, sauf que les gens, ce qui arrive, c'est qu'on avait des fois de bonnes années agricoles, mais on est très fragile. On l'a souligné dans le rapport annuel de l'année dernière, c'est que maintenant, avec un rythme autour de 3%, c'est la pluie qui fait la pluie et le beau temps. Oui.
Prenez 2012, on avait une mauvaise année agricole, on était à 2,7. 2013, une bonne année agricole, on était à 4,7. 2014, mauvaise année, 2,4. 2015, bonne année, on va se à 4,4 ou 4,5. Mais l'année prochaine, il n'y a pas de pluie, on va retomber. Et l'année 2017, on ne sait pas. Donc, il y avait tout ça bien avant. Ça, c'est important à préciser. C'est pas quelque... Ça veut dire l'économie, c'est pas du jour au lendemain, oh paf, on est en alerte. Non. Les signes précurseurs sont là depuis un bon moment. Par rapport à cette crise du crédit, à cette crise de la demande intérieure, de la demande extérieure, c'est ce que j'appellerais les paradoxes de l'économie marocaine. Justement, c'est ça les signes qui alertent. C'est-à-dire c'est sur le secteur industriel, le secteur... partout, il y a le besoin. Par exemple, pour ce qui est de la liquidité, et tous ces programmes pendant ces 4 ans avec le FMI pour rééquilibrer les indicateurs macroéconomiques, la marge faite sur la caisse de compensation, tout l'argent que le gouvernement a économisé, et aussi la tendance sur les marchés internationaux, un peu une relative reprise. Mais c'est l'impact sur la croissance qui n'arrive pas encore à être enregistré. C'est ça le problème. La consommation des ménages, aujourd'hui, l'indice de confiance des ménages, pour cette nouvelle année que le HCP vient de publier aujourd'hui, le matin même, on a vu que l'année 2015 s'est terminée sur une note relativement satisfaisante des ménages. Il commence à quoi? Ça s'explique parce qu'il y avait une bonne campagne agricole. Mais pour les prochains mois, il n'y a pas de visibilité. La même chose, l'enquête de conjoncture auprès des opérateurs industriels qui n'ont pas de visibilité, qui ont toujours ce problème. La preuve, ils disent carrément que le climat des affaires est défavorable, contrairement à tous les points gagnés dans le doing business. Déjà, parce que la dernière décennie a connu beaucoup de bonnes années agricoles avec les conditions climatiques. Donc on n'a pas cessé de dire que le non agricole, il y a vraiment une décélération de la croissance. Donc maintenant, c'est beaucoup plus, ça va apparaître en 2016 beaucoup plus clairement que le non agricole, il y a des problèmes. Pour le plan Maroc vert, donc, pour le moment, on ne peut pas dire quel est encore son impact, parce qu'on n'a pas encore les données sur le plan Maroc vert. Et d'ailleurs, une telle stratégie, ça ne va pas donner ses fruits dans le court terme, c'est beaucoup plus dans le long terme. Petit point là-dessus, juste avant qu'on repasse au financement. Vous aviez posé la question tout à l'heure, est-ce que toutes les stratégies sont suffisantes? On aimerait bien. Oui. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que... Il n'y a pas d'élan. Pour le moment, hein, j'espère peut-être que d'ici quelques années, mais on en a besoin maintenant. Ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit les choses descendre un petit peu sans que toutes ces stratégies sectorielles nous montrent leurs résultats pour le moment. On parlait d'automobile. Effectivement, l'automobile, c'est pas la valeur ajoutée qui augmente, c'est le chiffre à l'export qui augmente. Oui. Maintenant, quel est l'impact sur l'économie? On ne le voit pas. D'ailleurs, si on prend l'industrie globalement, on ne voit pas vraiment qu'il y a malgré la volonté de développer des écosystèmes avec des sous-traitants. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas ici. Est-ce qu'il faudrait attendre combien? Je ne sais pas. Mais dans les chiffres, on ne voit pas encore l'élan de ces stratégies. C'est pour cela que moi, je pense qu'au-delà du court terme, ce que disait Serklef, effectivement, la politique monétaire, la politique budgétaire peuvent jouer un rôle important à court terme. Mais je pense, comme je disais au départ, qu'on voyait les choses venir, ce qui veut dire que les solutions ne sont pas seulement des solutions de court terme. Les solutions, c'est dans les choses de long terme, c'est dans les réformes structurelles. Ça fait quelques années qu'on voit cette décélération. C'est pas aujourd'hui, encore une fois, je le répète. Et c'est là, nous, en tout cas à la Banque centrale, qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Il fallait se lancer évidemment dans les politiques de conjoncturelles, budgétaires, monétaires, mais également dans les réformes. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore. Et la grande problématique numéro 1, probablement, du Maroc, c'est l'éducation. Vous savez combien de fois on l'a abordé sur ce plateau et on continuera à le faire. Non, mais c'est clair. Dans cette séance. Voilà, non, mais c'est clair, c'est tout transversal. Alors, j'aimerais revenir sur le financement. Moi, je suis, pour par rapport à la question c'est le moment de vérité, mais pas seulement pour le plan Maroc vert, mais pour l'ensemble des stratégies sectorielles mises en place. Et justement, c'est ça. C'est en fait cette amplitude de la décélération, c'est-à-dire tomber de 4,5 à des prévisions en 2015, à moins de 2%, peut-être même aux alentours de 1%, ça a permis jusque-là, par exemple, en 2012, de mauvaises campagnes, mais c'était un peu atténué. Avec 2,4%, on a fait avec, il y avait le nouveau gouvernement, il y avait les élections et tout, on n'a pas trop tenu compte. Mais cette année,
l'impact de la campagne agricole, en fait, c'est ça, moi, ce qui m'a un peu, avec les experts, ce n'est pas que l'impact de la campagne agricole, de la mauvaise campagne agricole, seulement qui a eu un effet sur la croissance. C'est ça le truc. Donc, c'est pas que pour le plan Maroc vert, pour les autres stratégies aussi, notamment la stratégie, bon, pour l'accélération industrielle, ça fait qu'un an, la deuxième année, bon, même si depuis 2006 il y a émergence et tout, mais c'est l'ensemble, comme je le disais tantôt, l'ensemble du modèle économique qui montre des signes d'essoufflement, des signes d'alerte. D'abord, comme vous l'avez expliqué, il s'agit donc d'un déficit pluviométrique. Et nous sommes à mi-campagne agricole. Depuis le début de la campagne, nous suivons la situation d'une manière assez précise pour avoir des données très précises de terrain au niveau local, au niveau régional. Je voudrais juste préciser que quand on va sur Internet, sur water.gov.ma, on pouvait avoir, tout le public peut avoir tous les jours, et c'est mis à jour, les données des remplissages, de taux de remplissage des barrages. Donc c'est vrai que l'information, là, en tout cas, elle est disponible. Voilà. Donc nous avons tout un ensemble d'indicateurs que nous utilisons quotidiennement, régulièrement, pour pouvoir suivre donc la situation sur le plan agricole. À partir de fin novembre, début décembre, mi-décembre, nous avons vu un certain nombre d'indicateurs suite à ce déficit qui a continué à se creuser jusqu'à fin janvier. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la situation est, disons, je dirais, dans les zones irriguées, est une situation qui est totalement normale, qui continue, si vous voulez, à être gérée de la manière la plus normale, comme prévu au début de la campagne. Évidemment, il y a un programme de vigilance avec nos collègues du département de l'eau pour pouvoir essayer de coordonner les actions, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle les turbunages. Je pense que Ziad reviendra là-dessus. Et puis assurer, continuer à valoriser l'eau pour pouvoir avoir une production en termes notamment de fruits et légumes et essentiellement de semences. Je pourrais revenir là-dessus. Dans les zones bourgs, qui sont des zones sèches, là nous avons une situation où les cultures d'automne connaissent un certain nombre de difficultés, je dirais particulièrement les céréales. Nous avons cette année 3 millions d'hectares qui ont été semés. Déjà, vous avez vu, c'est-à-dire notre programme était de 5 millions et quelques. Et on n'a pas pu le terminer parce que à partir du mois de novembre, fin novembre, décembre, les agriculteurs ne pouvaient plus semer. Ils attendaient les pluies dans certaines régions. Donc sur la situation dans certaines régions où les céréales connaissent des difficultés, dégradation du couvert végétal. Dans d'autres régions, si on a une pluie pendant ce mois, il y a des superficies qui vont être sauvées. Oui. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on est dans une situation où il y a un déficit pluviométrique qui dépend des régions. Donc les déficits sont de 30 à 50% dans les régions sud et l'est, en général dans le bassin de la Melouia, dans la région de Rachidia, Soussana Sadra. Donc les déficits sont relativement moyennes. Au nord, les déficits atteignent parfois 50%. Pour arriver jusqu'à 70% dans la région centre, donc dans le bassin de Sou. Donc nous sommes dans une situation par rapport effectivement à l'émission de décembre. Oui. On attendait encore la pluie pendant le mois de janvier, malheureusement. Donc le mois de janvier n'était pas vraiment favorable. Et donc c'est le moment, parce que maintenant on a plus de visibilité par rapport à la dernière fois. Donc ce déficit pluviométrique, il a eu des répercussions effectivement sur les écoulements. Donc les précipitations, c'est vrai que c'est faible, mais ça s'amplifie encore davantage au niveau des écoulements. Et ça se répercute également sur les stocks au niveau des barrages. Maintenant, nous avons la visibilité, il y a un programme qui est engagé, mais effectivement, comme il a été signalé par c'est-à-dire qu'il faut distinguer deux environnements différents. Il y a les cultures pluviales, ce qu'on appelle au Maroc le bourg, où le programme est engagé, mais il y a des zones qui sont dominées par les barrages. Et les barrages, malgré que cette année, il n'y a pas eu d'écoulement, donc on est à un déficit de l'ordre de 70% par rapport à la normale, et plus de 80% par rapport à l'année dernière. Donc on sommes dans une situation où effectivement il y a un déficit. L'année n'est pas encore terminée, donc hydrologique,
Mais à l'état actuel des choses, la situation est déficitaire. Pour les zones qui sont dominées par les barrages, vu que l'année dernière, c'était une année relativement favorable, donc il y avait un stock. Et nous allons certainement pencher après pour chercher la meilleure manière de gérer ce stock-là qui va nous permettre d'assurer dans de bonnes conditions l'eau potable. Avec ce déficit pluviométrique qu'on a enregistré jusqu'à maintenant, pour les cultures d'automne, je crois que ça y est, on ne peut plus espérer grand-chose. Alors ça concerne quoi? Vous avez dit céréales. Il y a quoi d'autre comme culture? C'est essentiellement les céréales? Essentiellement les céréales. Ouais. Essentiellement les céréales. Ouais. Essentiellement les Et céréales. quelques légumineuses. Ouais. Mais les secteurs qui souffrent le plus, c'est le secteur de l'élevage. De l'élevage. Ouais. Surtout l'élevage extensif, donc sur des parcours. Donc la situation des parcours surtout au sud de l'Oued Marbeh. On peut dire que la situation elle demande maintenant une réaction de la part du ministère, de la part du gouvernement, que M. Sadeghi, le secrétaire général, va le présenter tout de suite, et puis on va la commenter. Les éleveurs actuels, ils ont changé, ils ont beaucoup évolué par rapport aux éleveurs des années de sécheresse des années 80-90. Avant, ils attendaient une sécheresse. Une fois que la sécheresse est établie, l'éleveur délestait tout son troupeau, vendait son troupeau avec des prix dérisoires. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès que l'éleveur voit un peu les prémices d'une sécheresse, il commence à délester son troupeau par les agneaux, par les produits les plus faibles, les plus chétifs. Donc il abat? Non, à vendre. Il vend. Il vend pour l'abattage. Ça permet, il fait une perte de coût. Avec les prix de vente, ça permet d'alimenter le reste du troupeau, ou pas. D'autre part, ça soulage le pâturage, parce que la charge à l'hectare, il est moins. Et surtout, troisième point très important, c'est qu'il effectue une sélection, ce qu'on appelle en génétique la sélection massale. C'est-à-dire, la campagne d'après se retrouve avec un troupeau beaucoup plus performant. Bon, malheureusement, ce n'est pas tous les éleveurs qui pratiquent cette stratégie, mais il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'éleveurs, et ça grâce à un travail d'encadrement et de formation, de proximité. Peut-être il faut rendre hommage à une association nationale qui fait ce travail, l'ANOC, l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins. Il a fait d'excellents travail, et il continue à faire ce travail. Ce sont les premiers résultats. Et tout ça pour dire que les agriculteurs, d'une manière générale, ou les éleveurs, s'ils sont organisés autour d'une organisation professionnelle crédible, bien sûr, ils s'adaptent et ils trouvent une stratégie, bien sûr, avec le soutien de l'État, mais ils arrivent, comme font les éleveurs maintenant de l'ANOC, ils arrivent à s'adapter à des conditions similaires. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que chaque année, pour l'agriculteur, il y a une sécheresse dans une région donnée. Oui. Et il y a beaucoup de disparités. Ça, il y a beaucoup de disparités. Et que dans toute la zone semi-aride, stade vers le sud, chaque année, les agriculteurs récoltent peu de gras et de la paille. C'est-à-dire ils ont au moins la paille. Et l'importance stratégique de l'élevage, c'est qu'il permet de valoriser la paille, à tel point que les 2/3 des revenus viennent de l'élevage. Donc ce n'est pas du gras, mais de l'élevage. Ça c'est un premier point intéressant si on analyse le fonctionnement des exploitations. Le deuxième point important, et je crois que ça a été signalé, c'est que pour l'agriculteur, la stabilité, sa bourse, si vous voulez, si on peut faire une comparaison, la bourse, les actions qu'il a, c'est le nombre de têtes, c'est le bétail. Alors, plus la sécheresse s'aggrave et si on n'agit pas, il peut perdre 90% de son capital en quelques jours, en une semaine. Donc faillite, donc difficulté de valoriser le capital futur, etc. D'où l'importance, je crois, de l'intervention qui essaye de reconsolider et protéger ce capital cheptel. J'ai une question, parce que vous avez parlé du plan Maroc Vert, et j'ai Mohamed sur Facebook, il dit pourquoi parlons-nous de mesures anti-sécheresse alors que le plan Maroc Vert est censé nous garantir la sécurité alimentaire? Est-ce que c'est... Je crois que c'est une question récurrente. D'ailleurs, la presse, quand on lit la presse, on a l'impression que le ministère est responsable de la sécheresse. Or, les données réelles dans tous les pays du monde, montre que tous les pays du monde, du pôle Nord au pôle Sud, vivent des périodes de sécheresse. Chez nous, ce qui est différent, c'est que nous sommes dans des zones semi-arides à arides.
Donc la sécheresse n'est pas un accident, c'est une donnée structurelle récurrente. Ça, les gens doivent le comprendre. Ils doivent aussi comprendre que cette année... Quand on rentre sur Internet et quand on voit Maroc, pays semi-aride. Voilà, exactement, exactement dans les climats. D'ailleurs, la pluviométrie sur plus des 2/3 du Maroc, c'est moins de 350 mm, alors qu'une céréale a besoin de 600 mm. Déjà, structurellement, on est dans des zones déficitaires. Donc, deuxième élément que je crois les gens doivent savoir, bon, c'est pas leur faute, ils ne sont pas dans l'agriculture. Chaque année, nous, on vit la sécheresse. Cette année, parce que c'est généralisé, et donc ça fait le buzz un petit peu. Chaque année, il y a un problème de sécheresse. Chaque année, les agriculteurs affrontent les difficultés, la variabilité, etc. Ça c'est un deuxième point très important. Et je voudrais signaler que si on prend les pays les plus avancés, par exemple les États-Unis, chaque année, ils ont des programmes similaires d'intervention, de soutien. On estime à 6 à 8 milliards de dollars. Ce que dépensent les Américains dans le soutien. Bon, ils ont le problème de sécheresse, mais ils ont aussi d'autres problèmes. Mais la sécheresse, même un pays avancé, moderne, a des programmes de lutte contre la sécheresse. Donc c'est une donnée, et les programmes, le meilleur plan du monde ne peut jamais arrêter les phénomènes planétaires qui nous dépassent. Nous sommes à 450 000 hectares de goutte à goutte. Et on est parti de 150 au début donc, du plan Maroc vert. Et l'idée, c'est d'arriver donc d'ici 2020 à 550-600 000 hectares. Rappelez-nous combien on a d'hectares en globalité. En irrigué, nous avons 1,5 million. Et d'ici 2020, on sera à 1 650 630. Alors, deuxième chose, c'est que par rapport à la question, parmi les actions, si vous voulez, de vivre et de gérer l'agriculture dans le semi-aride, c'est d'avoir des actions telles que celle-là. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pour ça que je n'ai pas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un plan d'urgence. C'est prévu. C'est-à-dire que lorsque on a jugé que les paramètres sont là, on a jugé qu'il fallait intervenir, c'est parmi les stratégies, si vous voulez, d'intervention. Il ne s'agit pas de gérer une crise, il s'agit d'être proactif, et parce que on s'attend donc à ce que les conditions climatiques puissent évoluer d'une façon ou d'une autre, mais nous avons et ça c'est parmi les souplesses d'adaptation, si vous voulez, par rapport donc au climat. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, en termes donc de procédure, c'est fondamental, parce qu'il s'agit d'être réactif et d'agir. Et donc ça, les pays qui vivent les mêmes conditions que nous, ils ont ces stratégies, si vous voulez, en plus des techniques pour faire face, donc, en termes d'efficience d'utilisation de l'eau, etc. On peut en parler, mais c'est dans le plan Maroc vert également. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il s'agit donc de stratégie. Il ne s'agit pas d'une gestion d'une crise. Et ça, c'est ce que Saïd a expliqué tout à l'heure, pour dire que nous avons appris du passé. Il ne faut pas être pessimiste quand on parle. On a commencé par l'avis de cette téléspectatrice. C'est un peu fort, mais bon, voilà, mais ça permet de bien poser la situation. Mais il faut quand même commencer ce débat avec une note optimiste et dire que le Ramed, il y a beaucoup de choses qui ont été faites très positives et on aura l'occasion d'en revenir. 2 milliards de dirhams, pour commencer, oui, mais il ne sera pas suffisante pour bien présenter une offre de soins de qualité et qui soit répartie équitablement sur le territoire national. Il y a quand même des choses importantes, des avancées importantes qui ont été faites à Valeur aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des avancées importantes qui ont été faites. Si on compare bien évidemment le régime d'assistance médicale comme étant un régime destiné à permettre aux personnes qui ne peuvent pas être assujetties à l'assurance maladie obligatoire et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour se faire soigner, d'avoir un accès financier aux soins. Si on le compare aussi à l'ancien système qui existait avant, c'était le système qui se basait sur les certificats d'indigence et qui ne permettait pas à la population. Ça profitait aussi à une population aisée parce que ce n'était pas un système basé sur le ciblage. Aujourd'hui, avec le Ramed, il y a un processus d'éligibilité qui se base sur des critères objectifs
qui ont été arrêtés. Et il y a aussi, bien évidemment, une carte qui permet d'ouvrir le bénéfice, le droit au porteur de cette carte et lui permet effectivement d'avoir un accès aux soins gratuits dans les établissements publics de soins qui peuvent, s'ils ne disposent pas de soins, peuvent recourir au privé dans le cadre de partenariats publics-privés. C'est un bon démarrage. L'expérience pilote qui a été réalisée à la région de l'Azilal a été concluante, sachant bien évidemment que des moyens ont été injectés pour pouvoir la réussir, il faut le dire, chose qui n'a pas été faite pour les autres régions. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, il y a quand même des résultats. Les hôpitaux dressent leur bilan d'activité qui bénéficie à cette population et il y a quand même, et je parle sous le contrôle des docteurs Simlali, il y a 5 millions quand même d'exploration et de consultations de spécialistes qui ont été dispensés à cette population. Et il y a 6 millions. En tout, il y a quand même 500 000 hospitalisations et il y a toute la prise en charge pour les maladies chroniques qui se fait dans les hôpitaux et à travers les hôpitaux dans des centres privés dans le cadre d'une convention de partenariat public-privé, ça c'est important. Bien évidemment, on va revenir sur les dysfonctionnements et c'est tout à fait normal quand on démarre des projets comme le RAMED, qui est un régime qui complète le régime de l'assurance maladie obligatoire dans le cadre de la politique de notre pays qui vise l'universalité dans l'accès aux soins à travers une généralisation de ce genre de mécanisme, ça pourrait effectivement, on pourrait en parler. Et c'est des évaluations qu'il faut faire pour pouvoir corriger au fur et à mesure. Je ne peux pas parler du financement comme ça, parce que qu'est-ce qu'on finance? Et donc, il est important de savoir quels sont les besoins objectifs qu'il faut au système de santé pour soigner cette catégorie de population. Donc, est-ce que c'est 2 milliards? Est-ce que c'est 10 milliards? Moi, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'effectivement, il y a d'abord, et il faut le dire, un progrès très important, mais ce progrès est loin d'être suffisant. Surtout lorsque la population aujourd'hui, et elle est en droit de le faire, revendique un accès réel aux soins. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas simplement de mettre de l'argent, mais c'est d'être sûr que cet argent sert effectivement. Donc là, on va aborder d'autres choses, mais je voulais juste dire par là que le financement n'est pas le seul problème. Et que le vrai problème, c'est l'accès aux soins. Est-ce que le citoyen... Vous parlez d'infrastructure déjà, c'est intéressant. Même si on pas a de l'argent, seulement d'infrastructure. Hein. Il y a la gouvernance, il y a les infrastructures, il y a les ressources humaines, il y a aussi, j'allais dire, la qualité des soins qui sont donnés. Donc tout cela, il est très important de voir le problème dans sa globalité. Bien entendu, incontestablement, quand on revient de loin, parce que quand on voit la situation d'il y a 20 ans ou d'il y a 15 ans, le verre n'était pas à moitié vide, hein, il était pratiquement vide. Donc il y a des progrès, mais ces progrès, pour moi, sont insuffisants par rapport aux attentes de la population et aux attentes qui sont légitimes aujourd'hui dans le Maroc d'aujourd'hui. On a un taux de retrait des cartes qui est en recul. Alors quand on dit un taux de retrait des cartes qui sont en recul, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le processus, dans la procédure pour obtenir la carte du RAMED, il y a un souci? Ou alors les gens ne viennent pas, ils n'ont pas confiance? Ou c'est dû à quoi? C'est un peu de tout ça. À vrai dire, les cartes, il y a l'étude qui a été faite par Hazim au niveau de la NAM et qui a montré que le retrait des cartes par la catégorie des vulnérables ne dépassait pas les 47%. Pourquoi? Parce que d'abord, la population, les bénéficiaires, ils attendaient qu'ils tombaient malades pour aller chercher ces... D'accord. Deuxièmement, l'étude a montré qu'il y a un sentiment d'injustice. On trouve 2 familles qui vivent à peu près la même chose dans le quartier, de la même manière,
et une famille qui ne paie rien du tout, une famille qui paie une contribution annuelle qui est de 120 dirhams par personne. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que justement, ce point-là, il est important. C'est déjà l'accès. C'est-à-dire que les gens viennent retirer leur carte pour pouvoir bénéficier des prestations. Vous me disiez, avant, c'était le certificat d'indigence qui avait tous ces... vous nous l'avez bien expliqué, qui était un processus qui était peut-être peu transparent, peu équitable, etc. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, une famille, vous nous dites qu'il peut y avoir des disparités sur des familles, on va dire. Si on prend deux familles qui ont le même profil économique, qui ont les mêmes besoins, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire qu'il y en a qui contribuent et il y en a qui ne contribuent pas? Vous savez, pas de famille, hein, pas à l'intérieur de la famille, si vous le permettez. Non, pas à l'intérieur de la famille. Ça pourrait être entre deux ménages au niveau d'un quartier. Oui, c'est ce qu'on précise bien. Il y a les indigents qu'on appelle absolus, donc, et ceux qui sont relatifs. Donc, ceux qui ne sont pas pauvres absolus, donc, payent une cotisation. Bon, effectivement, le problème, c'est le problème de l'identification. Les critères d'identification ne sont pas suffisamment fins pour permettre de différencier. Et puis, il y a le ressenti. C'était le grand débat au début du lancement de Mohamed, bien sûr. Mais c'est un problème qu'on ne peut pas éluder. Je veux dire, et il est inévitable. Donc, peut-être qu'on aurait pu contourner cela en donnant la carte gratuitement à tout le monde, mais avec deux types de cartes. Et pour ceux qui ont une carte, j'allais dire, d'indigents relatifs, eh ben, leur faire payer un petit ticket modérateur, donc au moment de l'accès aux soins. J'ai une autre lecture de ce qu'a dit Sigdira. J'ai le nombre d'actes qui ont été avant la généralisation du RAMED et après la généralisation du RAMED. Et je vous assure que le RAMED a induit la consommation de soins et nous assistons maintenant à une augmentation de 200% de la consommation de soins avant et après 4 ans de généralisation du RAMED. Alors que les recettes propres des hôpitaux a chuté de 8%. Et ça a une conséquence directe sur la qualité de soins, sur le plateau technique et sur l'offre de soins dans sa globalité. Honnêtement, le coût de l'assurance maladie est très important. Et je pense qu'au-delà des questions financières, il y a un choix politique. Et des choix politiques qui sont faits dans tous les pays où il y a eu des progrès. Et je pense que le choix politique au Maroc a été de ne pas tergiverser et de ne pas attendre que toutes les conditions soient prêtes, mais de lancer. C'était urgent. Voilà, c'était ça. Et donc, effectivement, il y a des insuffisances. En ce qui me concerne, sans connaître le coût des soins destinés à cette population, je considère qu'il dépasse largement les enveloppes qui sont aujourd'hui consacrées au RAMED. Ça, c'est le premier. Mais le financement, ce n'est pas simplement le financement des soins que verront. Quand ils vont à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils trouvent? Est-ce qu'ils trouvent une offre de soins? Donc, si on veut que le RAMED devienne effectif, il faut aussi financer la mise à niveau des hôpitaux. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc, il faut travailler sur la question de la gestion hospitalière parce que le citoyen est en droit d'attendre, je veux dire, un accueil de qualité, d'avoir des soins, de ne pas être renvoyé au calende grec, etc. Donc, il y a ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui... Et puis, la troisième question importante, donc, c'est la sécurisation du financement. Il faudrait faire une nuance. Déjà pour les 2 milliards, vous avez parlé de 2 milliards. Il y a 1 milliard qui est destiné à la mise à niveau. C'est une décision qui a été prise... À la mise à niveau. À la mise à niveau. Ça n'a rien à voir avec le RAMED. Ça fait partie de l'investissement. Tout ce qui est investissement et dépenses des personnels, c'est des ressorts, ça reste du ressort de l'État. Ça n'a rien à voir avec le RAMED. Le fonds RAMED, c'est le fonds destiné au remboursement entre parenthèses. Ce n'est pas la même logique. Destiné à prendre en charge les prestations, suivant un panier de soins, suivant, bien évidemment, un certain nombre d'activités qui sont disposées dans les hôpitaux, sachant que toute l'action de santé publique, les consultations des généralistes, les médicaments, certains médicaments de programme, certains vaccins sont supposés être disponibles dans les centres de santé pour qu'il n'y ait pas
de fardeau sur les hôpitaux. Donc, les 2,7 milliards, c'était 2,7 milliards, 603 milliards aujourd'hui, c'était destiné aux hôpitaux. C'était pour renflouer les caisses des hôpitaux, en plus de ce qui devait être pris en charge par l'État en matière d'investissement, en matière de ressources humaines. Maintenant, bien évidemment, est-ce que ça a été fait conformément à ce qui a été convenu? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un début prometteur. Il ne faudrait pas aussi qu'on trace un tableau noir du RAMED. Le RAMED est en train de régler beaucoup de problèmes.